Mes parents m'ont traité de « déchet inculte, dégage, espèce de vaurien », a hurlé mon père. J'avais gagné 15 millions de dollars, alors j'ai dit « d'accord », et j'ai déménagé dans ma maison de plage en Floride. Je m'appelle Alex Miller. J'ai 32 ans, et mon propre père m'a traité de vaurien et m'a jeté de chez lui juste après que j'ai fini de rembourser ses dettes médicales et que je finançais secrètement tout son style de vie de club de campagne. Avant de vous raconter comment j'ai fini sur une plage des Keys en Floride, enfin libre, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Tout a culminé lors d'un dîner, une de ces suffocantes réunions de famille où l'air est épais de choses non dites. Mon frère, Daniel, avait obtenu une petite promotion dans son cabinet comptable, et mes parents, Mark et Linda, ont décidé d'organiser une fête qui consistait moins à le célébrer qu'à mettre en valeur leur propre succès perçu auprès de leurs amis, les Thompson. Le cliquetis découvert contre les assiettes en porcelaine était le seul son pendant un instant à un rythme vif et nerveux dans la salle à manger. Ma mère, Linda, tenait la cour, sa voix un peu trop forte, un peu trop brillante après son 3e verre de vin. Mon père, Mark, était assis à la tête de la table, un masque placide et impénétrable sur le visage. Il acquiesçait aux histoires de ma mère, un partenaire silencieux dans la performance de la soirée. J'ai essayé de faire la conversation, d'offrir à Daniel des conseils sincères sur la gestion de sa nouvelle équipe, en m'appuyant sur ma propre expérience de direction d'une entreprise de plus de 100 employés. Ce fut mon erreur. Le rire de ma mère a fendu l'air, vif et cassant. « Oh, Alex », a-t-elle dit, « je ne pense pas que Daniel ait besoin de conseils commerciaux de quelqu'un qui a juste eu de la chance en ligne. » La chaleur familière est remontée dans ma nuque. J'ai gardé le ton égal. Ma société devrait réaliser un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars cette année, maman. Je pense que c'est un peu plus que de la chance. C'est alors que cela s'est produit. Le masque sur le visage de mon père ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé. Il a claqué sa main sur la table en acajou poli, faisant sauter les verres. Son visage, que je n'avais jamais vu que dans des nuances d'approbation légère ou de déception silencieuse, était tordu dans une grimace que je ne reconnaissais pas. « On a assez fait semblant », a-t-il beuglé, sa voix résonnant dans le silence soudain. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Sortez de nos vies, espèce de vaurien. » Le monde a semblé ralentir. Les visages des Thompson étaient figés dans le choc. Daniel fixait son assiette, une statue d'inaction. Ma mère a semblé momentanément stupéfaite, comme si elle-même ne s'y attendait pas. Mais moi? J'ai ressenti une étrange sensation de calme glaçant me submerger. Un sourire a effleuré mes lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire de libération. Je me suis levé, en plaçant soigneusement ma serviette sur la table. J'ai regardé mon père vraiment regarder et j'ai dit « d'accord ». Je me suis tourné vers ma femme, Sarah, la seule personne dans cette pièce qui n'avait jamais faibli, et j'ai tendu ma main. Elle l'a prise sans hésitation, sa prise ferme et stable. Nous sommes sortis de cette salle à manger, de cette maison, et au moment où la porte s'est refermée derrière nous, j'ai su que ce n'était pas seulement la fin de la fête, c'était la fin de tout ce que j'avais jamais connu, et je ne m'étais jamais senti aussi près. Vous devez comprendre pourquoi j'ai souri quand mon propre père m'a traité de vaurien. Vous devez comprendre les 20 années qui ont précédé. Vous devez comprendre la monnaie de ma famille, et ce n'était jamais l'argent, c'était l'approbation. Et c'était une monnaie dont j'étais toujours à court. Cela a commencé quand j'étais adolescent. J'étais l'enfant qui ne correspondait pas au moule. Alors que mon frère aîné, Daniel, réussissait ses SAT et planifiait son avenir dans un bureau de coin, j'étais dans le garage à démonter de vieux ordinateurs, essayant de construire quelque chose de nouveau à partir des débris. Je voyais le monde différemment. Je voyais des lacunes, des opportunités, la puissance émergente d'Internet alors que la plupart des gens de mon âge ne l'utilisaient que pour les jeux. Je me souviens avoir 18 ans, le cœur battant d'excitation. J'avais passé des semaines à rédiger un plan d'affaires pour un service local de conception de site web. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, arrangeant méticuleusement des fleurs dans un vase. « Maman », ai-je commencé, ma voix pleine d'espoir, je l'ai un vrai plan. Je peux créer des sites web pour toutes les petites entreprises du centre-ville. Elles sont toutes coincées dans les années 90. Je pourrais changer toute leur activité. Elle n'a pas levé les yeux de ses fleurs. Elle a juste coupé une tige et a dit « C'est mignon, chérie ». Maintenant, en ce qui concerne ses demandes d'admission à l'université, la date limite pour l'Ohio State est la semaine prochaine. Ton père et moi pensons vraiment. Je ne veux pas aller à l'université,
maman, ai-je dit, les mots se sentant comme une trahison même à mes propres oreilles. Je veux construire ça. Elle m'a finalement regardé, puis un soupir a échappé à ses lèvres. C'était un soupir que je connaissais bien, c'était le son de la déception. Alex, sois réaliste. Des gens comme nous, on obtient des diplômes. On obtient des emplois stables avec des avantages sociaux. Ce petit hobby est bien pour le moment, mais il est temps de grandir. Mon petit hobby. C'est tout ce que cela a jamais été pour eux. Daniel est allé dans une université prestigieuse, son chemin pavé de la fierté de mes parents. Je suis resté à la maison, travaillant à des petits boulots pour financer mes projets. L'entreprise de conception de sites web a échoué. Une entreprise de t-shirts en ligne que j'avais lancée a fait faillite après 6 mois. Chaque échec était un clou supplémentaire dans le cercueil de leurs attentes. Je me souviens avoir dû vendre ma Mustang cabossée, mon seul bien précieux, juste pour couvrir les coûts de ce fiasco de t-shirt. La même semaine, j'ai entendu ma mère parler à notre voisine, Madame Gable, par-dessus la clôture. « Oh, Daniel se débrouille juste merveilleusement », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fierté. Il est encore sur la liste du doyen. Quant à Alex, eh bien, il trouve son chemin, la pitié dans sa voix était pire que n'importe quelle colère. Au milieu de tout cela, il y avait Sarah. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Elle ne faisait pas partie des élèves populaires. Elle était calme, intelligente, avec un feu dans les yeux qui voyait quelque chose en moi que personne d'autre ne voyait, pas même moi-même, parfois. Quand j'étais au plus bas, après avoir vendu ma voiture et me sentir comme un échec complet, elle s'est présentée à ma porte. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit » ou « peut-être devrais-tu écouter tes parents ». Elle m'a juste tendu une boîte. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable flambant neuf. J'ai vendu quelques-uns de mes vieux manuels scolaires, a-t-elle dit d'un haussement d'épaule, comme si de rien n'était. Tu ne peux pas construire un empire sur ce vieux tas de ferraille que tu utilises maintenant. Retourne au travail. Elle croyait en moi. C'était aussi simple et aussi profond que ça. Sa croyance était le carburant que j'utilisais quand mon propre réservoir était vide. J'ai passé mes nuits baignées dans la lueur bleue de ce nouvel écran, à apprendre le code, les entonnoirs marketing, le référencement, le langage secret du monde numérique. J'ai créé un petit service de conseil, Momentum Digital. Mes premiers clients étaient petits, une boulangerie locale, un magasin de quincaillerie. Je leur ai facturé presque rien, essayant juste de construire un portefeuille. Lentement, cela a commencé à fonctionner. Les commandes en ligne de la boulangerie ont triplé. Le magasin de quincaillerie a commencé à recevoir des clients de 2 villes voisines. Le bouche-à-oreille s'est répandu. Quand j'ai eu 25 ans, Momentum Digital était une vraie entreprise. J'avais un petit bureau, une poignée d'employés et un registre de clients qui grandissait chaque mois. Je pensais que cela suffirait. Je pensais que le succès serait le grand égalisateur. J'étais tellement naïf. La première fois que j'ai réalisé que l'argent ne changerait jamais leur perception de moi, c'est quand j'ai acheté ma première maison. C'était une maison modeste mais agréable de 3 chambres dans un bon quartier. J'ai économisé chaque centime. Je suis entré chez mes parents, tenant les clés comme un trophée. Je l'ai fait, ai-je annoncé. J'ai acheté une maison. Mon père a levé les yeux de son journal. Bien pour toi, fils. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour la compte. On peut. Non, les jeux interrompus, peut-être un peu trop brutalement. Je l'ai payé entièrement. L'expression de son visage n'était pas de la fierté, c'était de la confusion, comme si le concept que j'accomplisse quelque chose de significatif sans leur aide était une langue étrangère qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Linda a été plus directe. Eh bien, j'espère que tu l'as fait correctement inspecter. Une maison est une grande responsabilité, Alex. Ce n'est pas comme l'un de tes petits projets internet que tu peux simplement arrêter. Le gouffre entre nous s'élargissait, et mon succès était la pelle qui le creusait plus profondément. Quelques années plus tard, Daniel a obtenu sa maîtrise et une montagne de dettes étudiantes à environ 60 000 $. Il s'en plaignait constamment, disant que cela le paralysait. Un soir, j'étais au téléphone avec lui, et je n'en pouvais plus. Quel est le total, ai-je demandé. Le montant total du prêt? Quel est-il? Il me l'a dit. Le lendemain, je suis allé à la banque et je lui ai viré le montant total. Je lui ai envoyé un texto, c'est réglé. Va vivre ta vie. Il m'a appelé, stupéfait. Alex,
je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, lui ai-je dit. Tu es mon frère. Mais alors qu'il balbutiait ses remerciements, une étrange note s'est glissée dans sa voix. Mec, je n'arrive pas à y croire. 60 000 $, ce n'est rien pour toi, n'est-ce pas? Merci, je suppose. C'est facile de gagner de l'argent sur Internet, hein? Voilà encore cette pique subtile, l'implication que mon travail n'était pas réel, que mon argent n'était pas gagné avec la même sueur et les mêmes larmes que son vrai travail. C'était un cadeau, donné librement, et il était toujours accompagné d'une dose de condescendance. Ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé avec mon père un an plus tard. Il a eu un problème de santé soudain, un problème cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence et un long séjour à l'hôpital. L'assurance a couvert une partie, mais il y avait un écart stupéfiant de 75 000 $. Mes parents étaient stressés, chuchotant au sujet de leur fonds de retraite, de la vente d'actifs. Je n'ai même pas hésité. Je suis allé au bureau de facturation de l'hôpital et j'ai payé le solde total sur ma carte de crédit. J'ai dit à mes parents que c'était une erreur d'assurance qui avait été corrigée. Ils ont été soulagés, mais ils ne l'ont jamais vraiment remis en question. Il était plus facile pour eux de croire à une erreur de chance que d'accepter que leur fils, inculte, était celui qui les dépannait. Mon succès est devenu leur filet de sécurité, mais au lieu de nous rapprocher, cela leur a fait ressentir de la rancœur envers la chose même qui les maintenait à flot. Ils ont apprécié les fruits de mon travail, mais ils ont détesté l'arbre dont ils provenaient. Ils m'ont laissé payer des vacances familiales luxueuses, des rénovations de leur maison, tout en même temps que ma mère faisait des compliments détournés lors des dîners de famille. C'est merveilleux qu'Alex puisse nous offrir ça, disait-elle à nos proches. Il a tellement travaillé sur ce petit ordinateur. La dernière pièce du puzzle, la chose qui a directement conduit à ce dîner désastreux, était le club de campagne. Ma mère avait toujours rêvé d'adhérer au Westwater Country Club, le summum du statut social dans notre ville. J'ai entendu mon père un jour parler au téléphone de la façon dont les frais d'adhésion étaient tout simplement trop élevés pour eux en ce moment. Alors je l'ai fait secrètement. J'ai contacté le club, j'ai payé les frais annuels de 15 000 $, et je leur ai dit d'envoyer le paquet de bienvenue à mes parents comme un cadeau anonyme d'un ami. Linda était ravie. Elle a passé l'année suivante à ne parler que de ça, les tournois de golf, les brunchs du dimanche, les personnalités influentes qu'elle rencontrait. Elle portait cette adhésion comme un insigne d'honneur, un témoignage de la place légitime qu'elle et mon père occupaient dans la société. Et elle n'avait aucune idée que son fils, vaurien, était celui qui payait tout ça. J'ai gardé tout ça pour moi. J'ai souri aux insultes, j'ai payé les factures, et j'ai espéré qu'un jour ils me verraient de pas mon compte bancaire, juste moi, Alex, leur fils. De retour dans la voiture, filant loin de leur maison, le silence était épais du poids de toutes ces années. Sarah s'est penchée et a posé sa main sur mon genou. « Vas-tu bien » a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé, les lampadaires éclairant son visage inquiet, et pour la première fois, j'ai senti le poids écrasant se soulager de ma poitrine. « Je vais bien maintenant » ai-je dit. Je pense que j'en ai enfin fini d'essayer. Il est temps d'arrêter. Et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Les mois qui ont suivi ma décision de prendre du recul ont été un étrange mélange de libération et de tension croissante au travail. Momentum Digital explosait. Nous avons décroché un contrat historique avec une marque nationale de vêtements de sport, battant 3 agences plus grandes et plus établies de New York. Notre approche, axée sur des campagnes numériques authentiques et axée sur les histoires plutôt que sur des publicités d'entreprises stériles, a trouvé un écho. Nous étions les outsiders qui changeaient la donne. Mon visage était en couverture d'un magazine pour petites entreprises. Mes revenus n'ont pas seulement dépassé ceux de mon père, ils les ont éclipsés. Ce succès aurait dû être une source de fierté pour ma famille, au lieu de cela, il est devenu un catalyseur de nouveaux conflits. C'était comme verser de l'essence sur un feu que j'essayais désespérément d'éteindre. Ma générosité, que j'avais espéré être un pont, était transformée en arme contre moi. Après avoir payé l'opération de mon père, j'avais espéré un changement, un moment de gratitude. Ce que j'ai obtenu, c'est un autre type de silence, un silence plus lourd, le genre de silence qui vient de quelqu'un qui vous doit quelque chose qu'il ne pourra jamais rembourser et qui vous en veut pour ça. Les manipulations subtiles sont devenues plus fréquentes, et elles passaient souvent par ma tante Karen, la sœur cadette de ma mère. Karen avait une façon de livrer du poison avec un sourire doux. Elle appelait ma mère après avoir vu des nouvelles sur mon entreprise, sa voix un mélange sirupeux de faux enthousiasme et de malice authentique.
Je me souviens que ma mère m'a appelé un après-midi, sa voix tendue. Ta tante Karen a appelé, a-t-elle dit, sautant toutes les politesses. Elle a dit elle a vu cet article sur toi dans Digital Marketing Monthly. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment tu faisais tout ça sans diplôme. Elle trouve ça incroyable. Je pouvais entendre les mots implicites flotter dans l'air, ce n'est pas incroyable, c'est un coup de chance, c'est embarrassant. Eh bien, dis à Karen merci, ai-je répondu, ma voix plate. Cela nous met juste dans une position gênante, Alex, a poursuivi ma mère, sa voix montant. Tous nos amis, leurs enfants ont des doctorats, ce sont des médecins, des avocats, et nous devons expliquer comment notre fils fait ce que tu fais sur l'ordinateur. Je dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars, maman. C'est ce que je fais. Ne me parle pas sur ce ton, a-t-elle lancé, et la conversation s'est terminée, comme toujours, en me faisant sentir comme un enfant désobéissant. Le contraste entre ma vie familiale et ma vie professionnelle devenait saisissant. Dans un monde, j'étais un leader respecté, un stratège et un innovateur, dans l'autre, j'étais une déception qui avait eu de la chance. Ce contraste n'a jamais été aussi clair que lorsque j'ai rencontré Chadwick Vance lors d'un sommet technologique à Chicago. Vance était tout ce que mes parents auraient voulu dans un fils, il avait un MBA de Wharton, un costume élégant et une aura de supériorité encore plus acérée. Il dirigeait une agence concurrente, une entreprise patrimoniale qui existait depuis des décennies. Nous avons tous les deux fait une offre pour le même compte massif, une nouvelle entreprise de boissons écologiques. Nous nous sommes retrouvés au même événement de réseautage. Il m'a repéré de l'autre côté de la pièce, un sourire narquois sur les lèvres. Il s'est approché, un verre à la main. Miller, a-t-il dit, ne se donnant même pas la peine de me serrer la main. Je suis surpris de vous voir ici. Je pensais que ces événements étaient un peu trop académiques à votre goût. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre lorsque vous ne faites pas que le lire dans un manuel, Vance, ai-je rétorqué, en gardant le ton léger. Il a ri. L'école de la dure vie. Très pittoresque. Écoutez, pas de renséure, mais lorsque nous décrocherons le compte PurSip, ce sera juste des affaires. Ils ont besoin d'une entreprise avec un vrai pédigré, pas juste un coup de chance. Il s'en est allé, me laissant avec un goût amer dans la bouche. Il était l'incarnation physique des préjugés de ma famille. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Nous avions remporté le compte. Le PDG de PurSip me l'a dit personnellement, la passion de votre équipe était indéniable. Vous ne faites pas que commercialiser un produit, vous racontez son histoire. Les autres, ils ont juste présenté un bilan. J'ai raccroché, une vague de validation pure et entière me submergeant. C'était une victoire qui était entièrement la mienne. Elle n'avait rien à voir avec ma famille. C'était la preuve que ma façon de faire, le chemin que j'avais tracé pour moi-même, avait de la valeur, une valeur réelle, mesurable. Pendant ce temps, mon frère Daniel luttait. Son emploi stable dans le cabinet comptable était un autocuiseur à pression. Il était surmené, sous-apprécié et constamment ignoré pour les promotions. Il ne me l'a jamais avoué directement, mais je pouvais l'entendre dans sa voix lors de nos brefs appels téléphoniques gênés. Un jour, Sarah est venue me voir. Je parlais à la femme de Daniel, a-t-elle dit, son expression troublée. Elle a dit que Daniel était vraiment déprimé. Son patron est un cauchemar, et il a l'impression d'être arrivé à un mur. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Malgré tout, il était toujours mon frère. J'y ai réfléchi pendant une journée, puis j'ai passé un appel. J'avais un contact, un ancien client qui siégeait au conseil d'administration d'un cabinet comptable rival, un bien meilleur. Je n'ai pas demandé de faveur directement. J'ai juste vanté les mérites de mon frère. J'ai mentionné son éthique de travail, sa loyauté, son potentiel inexploité. J'ai planté une graine. Un mois plus tard, Daniel m'a appelé, sa voix bourdonnant d'une énergie que je n'avais pas entendue depuis des années. Tu ne vas pas croire ça. J'ai été débauché à un poste de cadre supérieur chez Grant Hellel. C'est un énorme pas en avant. C'est incroyable, mec. Je suis vraiment content pour toi. Ouais, c'est fou. Ils m'ont juste appelé de nulle part, a-t-il dit. J'imagine que mon travail acharné finit par payer. Je ne lui ai jamais dit que c'était mieux comme ça. Laissez-le avoir sa victoire nette. C'est cette promotion qui a conduit ma mère à planifier le dîner de célébration. L'ironie était si forte que je pouvais la goûter, une fête pour célébrer un succès que j'avais secrètement orchestré,
dans une maison dont le confort était en grande partie subventionné par ma carrière, irrespectueuse. Sarah a vu l'invitation, et son visage s'est affaissé. « Es-tu sûr que tu veux y aller, Alex? Tu sais comment ces choses se terminent. » J'ai hésité. Chaque instinct me disait de rester à l'écart, de protéger la paix fragile que j'essayais de construire pour moi-même. Mais une petite partie de moi, têtue, la partie qui aspirait toujours à cette impossible approbation, ressentait une attirance. Peut-être que cette fois-ci serait différente. Peut-être qu'avec le succès de Daniel, l'étrange compétition tacite entre nous serait enfin terminée. Peut-être pourrions-nous simplement être une famille. Je dois y aller, lui ai-je dit, ma voix plus certaine que je ne le ressentais. C'est pour Daniel. Je dois y aller. C'était une décision motivée par un espoir que j'aurais dû savoir mort depuis longtemps. Je marchais volontairement dans l'œil du cyclone. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été silencieux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de l'Ohio de nuances d'orange et de violet, une scène magnifique et paisible qui ressemblait à un mensonge. À côté de moi, Sarah était tendue. Elle ne cessait de me regarder, les sourcils froncés d'inquiétude. « Nous n'avons pas besoin de rester longtemps, » a-t-elle dit doucement, brisant le silence. « Nous pouvons faire une apparition, présenter nos félicitations et partir. » Je me suis penché et j'ai serré sa main. « Ça ira. » J'essayais de me convaincre autant qu'elle. Au moment où nous avons franchi la porte, le poids familier s'est posé sur mes épaules. La maison était remplie de l'odeur du poulet rôti et du parfum coûteux de ma mère. Les Thompson étaient déjà là, discutant avec mon père dans le salon. Ma mère s'est précipitée, embrassant l'air à côté de ma joue. « Alex, Sarah, vous êtes là. Daniel vient d'ouvrir son cadeau de notre part, » a-t-elle annoncé, nous dirigeant vers la salle à manger. L'atmosphère était épaisse de politesse forcée. J'ai regardé mon père, Marc. Il était un maître de l'évitement. Ses yeux glissaient sur moi, sans jamais vraiment établir de contact. Il s'engageait dans une conversation avec moi, mais c'était toujours superficiel sur le temps, sur le sport, sur tout sauf ma vie, mon travail, mon succès. C'était un rejet délibéré et calculé. J'étais un invité chez lui, mais je n'étais pas vraiment le bienvenu. J'étais une vérité gênante. La tension a commencé à se resserrer juste avant que nous nous installions pour dîner. J'étais près de la cheminée quand j'ai entendu ma mère parler à Madame Thompson, sa voix un chuchotement complice. « Les brunchs à Westwater sont tout simplement divins, » disait Linda, en tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin. Marc et moi avons rencontré des gens fascinants, le PDG de cette grande usine de fabrication, un sénateur d'État. C'est juste un autre calibre de personne, vous savez. Madame Thompson a acquiescé, les yeux grands d'admiration. J'ai senti un muscle de ma mâchoire se tendre. Je payais pour ce différent calibre de personnes. Je finançais la scène même sur laquelle elle jouait sa supériorité sociale. L'hypocrisie était à couper le souffle. Je me suis dirigé vers la salle à manger, déterminé à passer la soirée sans incident. J'avais un cadeau pour Daniel, une magnifique montre coûteuse qu'il désirait depuis longtemps. Alors que je la lui tendais, ma mère était juste là, regardant par-dessus son épaule. « Oh, un autre cadeau extravagant », a-t-elle commenté, juste assez fort pour que tout le monde entende. « J'espère que tu ne fais pas que jeter ton argent par les fenêtres, Alex. Le goût ne s'achète pas, tu sais. » C'était un coup direct, enveloppé dans un déguisement de conseil maternel. Juste avant de nous asseoir, Sarah m'a tiré de côté dans le couloir. Ses yeux étaient suppliants. « Alex, s'il te plaît, partons. Ce n'est pas sain. Regarde-toi, tes blessures sont si serrées, tu vas craquer. » Je l'ai regardée, l'amour et l'inquiétude authentiques sur son visage. Elle avait raison. Une partie de moi voulait se retourner et sortir par cette porte, mais quelque chose avait changé en moi. Les années de frustration silencieuse s'étaient durcies en une sorte de résolution. Je n'étais plus là en espérant un résultat différent. J'étais là pour une conclusion. « Je sais », ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Mais j'ai besoin qu'ils le disent, Sarah. J'ai besoin de l'entendre de leur part, plus d'indices, plus de commentaires détournés. J'ai besoin qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment à haute voix. J'ai besoin que ce soit fini pour de bon. » Elle a cherché mon regard, et quoi qu'elle y ait vu, cela l'a fait hocher lentement la tête. Elle a compris. Il ne s'agissait pas de gagner une dispute, il s'agissait de mettre fin à une guerre. Nous avons pris place à la table. La conversation a coulé autour de moi,
une rivière dont je ne faisais plus partie. Marc a parlé de son jeu de golf. Linda a parlé d'un gala de charité à venir. Daniel a parlé de ses nouvelles responsabilités au travail. Je les ai regardés, me sentant comme un anthropologue étudiant une étrange tribu lointaine, ma propre famille. J'ai senti les nuages d'orage se rassembler, la pression chuter. Je pouvais voir la foudre scintiller dans les yeux de ma mère chaque fois qu'elle me regardait. Je pouvais sentir le faible grondement du ressentiment de mon père sous son extérieur calme. L'orage arrivait, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'étais prêt à rester sous la pluie. Le plat principal a été servi, et avec lui, l'événement principal. Cela a commencé, comme toujours, par une question apparemment innocente. Monsieur Thompson, un homme bien intentionné mais ignorant, s'est tourné vers moi. Alors, Alex, a-t-il dit, Marc nous dit que tu te portes très bien avec ton entreprise Internet. Ça doit être excitant. Avant que je ne puisse répondre, ma mère a interrompu. C'est certainement chronophage, a-t-elle dit, en tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin. Alex travaille tellement dur sur son petit ordinateur. J'ai ignoré la pique. Je me suis tourné vers Daniel. Alors, le nouveau rôle, ai-je dit, essayant de ramener la conversation sur lui, tu vas gérer une équipe de 12 personnes, n'est-ce pas? Mon conseil, pour ce que ça vaut, est d'avoir des réunions individuelles au cours de la première semaine. Cela crée la confiance plus rapidement que tout. Ma mère posa sa fourchette avec un clic sec. Alex, s'il te plaît, dit-elle. Je suis sûr que Grant et Lel ont un service des ressources humaines très compétent. Daniel n'a pas besoin de conseils de gestion de la part de quelqu'un qui n'a jamais eu de vrai travail en entreprise. Le silence se fit à table. C'était ça la première salve. Je pris une longue gorgée d'eau. Maman, je dirige 120 employés. Nous avons tout un étage dans l'un des plus grands immeubles de bureaux de Columbus. C'est un vrai travail. Ma voix était calme mais ferme. Les années où je m'étais mordu la langue étaient terminées. Oh, ça recommence, soupira-t-elle, levant les yeux au ciel vers Linda Thompson. C'est ce qu'il fait, il devient sur la défensive parce qu'il est complexé par son manque d'éducation appropriée. Complexé? Je laissai échapper un court rire sans humour. Ce n'est pas moi qui suis complexé, maman. J'ai remboursé la dette étudiante de $60 000 de Daniel grâce à cette éducation appropriée. J'ai payé $75 000 pour l'opération à cœur ouvert de papa. Cette maison même a eu son toit remplacé l'été dernier grâce à moi. Je ne suis pas complexé, je suis juste fatigué. Je n'avais pas l'intention de tout dire, ça a juste jailli un torrent de faits refoulés. Daniel s'enfonça plus profondément dans sa chaise, le visage cramoisi. Le visage de ma mère pâlit, puis rougit d'une rougeur violacée et furieuse. Comment osez-vous, siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. Comment osez-vous nous jeter votre argent à la figure? Vous pensez pouvoir simplement vous acheter une place dans cette famille, acheter notre respect? Nous n'avons pas besoin de votre sale argent. L'air crépitait. Et à ce moment-là, voyant la fureur pure et non filtrée sur son visage, quelque chose en moi a finalement cliqué. Toutes les années d'efforts, d'espoir, de me briser pour correspondre à leur moule, tout s'est évaporé. Il ne restait plus qu'une clarté froide et dure. Je m'adosse à ma chaise, et un sourire lent et sincère s'épanouit sur mon visage. C'était le sourire d'un homme à qui l'on vient de remettre la clé de sa propre cellule de prison. Vraiment, maman, dis-je, ma voix dangereusement douce. Vous n'avez pas besoin de mon sale argent? Je la fixai du regard. Alors je suppose que je devrais appeler le Westwater Country Club demain et annuler l'abonnement que je paie secrètement depuis ces 2 dernières années. On aurait pu entendre une mouche voler. Le bruit du souffle coupé de Madame Thompson ressemblait à un coup de feu dans le silence. Elle et son mari échangèrent un regard d'horreur et d'embarras aux yeux écarquillés. Je les ai vus reculer physiquement, décalant subtilement leur chaise d'1 centimètre de mes parents, comme si la proximité seule pouvait être contagieuse. Ils n'étaient plus seulement des témoins, ils étaient le jury, et le verdict était tombé. La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson, mais aucun son ne sortit. Toute sa position sociale, le fondement de son identité, venait d'être pulvérisé devant ses amis. Elle me regarda, les yeux remplis non plus de colère, mais d'une panique naissante et nue. Je tournai mon regard vers mon père. Il était resté silencieux tout au long de l'échange, un homme nuage orageux à la tête de la table. Je m'attendais à ce qu'il essaie d'aplanir les choses, de jouer les pacificateurs comme il le simulait si souvent.
Je me trompais. La honte d'être exposé, de voir sa vie confortable révélée comme un cas de charité financé par le fils qu'il méprisait secrètement, était trop lourde à porter. Le masque Placide ne s'est pas seulement fissuré, il a été anéanti par une rage volcanique. Il se leva brusquement, sa chaise grinçant violemment contre le parquet. Son visage était violet, une veine palpitant à sa tempe. Il ne regardait pas ma mère, il ne regardait pas les Thompson, ses yeux, brûlants d'une vie de ressentiment, étaient rivés sur moi. Nous avons assez fait semblant, rugit-il, sa voix une chose brute et laide qui remplissait tous les coins de la pièce. C'était le hurlement d'un homme fier poussé au-delà de sa limite. Sortez de nos vies, espèce de vaurien. Les mots restèrent suspendus dans l'air, brutaux et définitifs. Vaurien, le seul mot qu'il savait être le plus blessant, la somme de tout ce qu'il avait toujours pensé de moi, désormais mis à nu pour que tous le voient. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas discuté. J'ai simplement hoché lentement la tête. C'était le moment que j'attendais, le moment dont Sarah et moi avions parlé, la vérité finale et indéniable. Je me suis levé calmement et j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette de nourriture intacte. J'ai regardé mon père, cet étranger au visage déformé par la rage. D'accord, dis-je, encore une fois, comme je l'avais fait dans ma tête 1000 fois. Le mot était silencieux, mais c'était la chose la plus forte que j'ai jamais dite. J'ai tendu la main à Sarah. Elle était déjà debout, les yeux brillants d'un feu protecteur. Elle a pris ma main, sa prise était une encre dans le chaos tourbillonnant. Nous nous sommes éloignés de la table. Nous n'avons pas regardé en arrière, nous n'en avions pas besoin. L'image était gravée à jamais dans mon esprit, ma mère figée dans l'horreur silencieuse, Daniel fixant ses mains comme si elle détenait les réponses, les Thompson souhaitant désespérément être ailleurs, et mon père debout et tremblant, un roi qui venait de détruire volontairement son propre royaume. Alors que nous arrivions à la porte d'entrée, ma mère retrouva enfin sa voix. « Tu nous retournes tout le monde contre nous », cria-t-elle de la salle à manger. « C'est entièrement de ta faute. » Je m'arrêtai, la main sur la poignée de la porte, tournai légèrement la tête et dis au couloir vide, « Non, maman, c'est entièrement de votre faute. » Puis nous sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit, laissant derrière nous les débris de notre famille. La porte claqua, et pour la première fois, je ressentis le goût doux, vif et exaltant de la liberté. Le trajet du retour fut un flou de feux de rue et de silence. La voiture était un sanctuaire, une bulle nous protégeant des retombées radioactives que nous avions laissées derrière nous. Sarah conduisait, les jointures blanches sur le volant. Je regardais par la fenêtre du passager, regardant les banlieues familières de l'Ohio défiler comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. J'aurais dû être dévasté, j'aurais dû être en colère ou le cœur brisé. Mais ce que je ressentais plus que tout, c'était un sentiment de paix troublant. La guerre était terminée. Je n'avais pas gagné, pas au sens traditionnel du terme, mais j'avais survécu. J'avais quitté le champ de bataille, ensanglanté mes entiers, les laissant à leur ruine. Quand nous sommes rentrés à la maison, le silence nous a suivis à l'intérieur. Nous avons traversé notre maison, une maison que j'avais achetée, remplie de choses que j'avais gagnées, et elle semblait différente, elle semblait mienne d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Ce n'était plus un endroit que je devais justifier, c'était simplement chez moi. Sarah brisa enfin le silence. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix douce dans le salon silencieux. Je me suis retourné pour la faire face. « La Floride » dis-je. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Nous possédions une petite maison de plage aux Keys, un endroit que nous avions acheté pour les vacances, une évasion. Maintenant, ce serait un refuge. Nous allons en Floride pendant un moment, dis-je. Peut-être pour de bon. Elle hocha la tête, un sourire lent et triste touchant ses lèvres. Je vais faire un sac. Les quelques jours suivants furent une leçon magistrale sur la dynamique familiale toxique. Le premier appel est arrivé 2 jours après la fête. C'était ma mère. J'ai vu son nom sur l'écran, et mon estomac s'est serré, ou une vieille réponse conditionnée. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était une diatribe décousue et larmoyante. Ce n'était pas des excuses, c'était une accusation. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait à cette famille, Alex, sa voix tremblait d'apitoiement sur elle-même. Les Thompson ne répondent même plus à mes appels. Tu nous as humiliés, tu as humilié ton père, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu dois réparer ça. J'ai supprimé le message. C'était une langue que je ne parlais plus. Le lendemain, mon père a appelé. J'ai presque répondu,
mais une partie de moi avait besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Alex, a-t-il commencé, sa voix rauque, dépouillée de la rage de la nuit précédente et remplacée par une autorité impatiente. Il n'y avait pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu, papa ?» J'ai répondu, ma voix neutre. Ta mère est une épave, a-t-il dit, comme si c'était mon problème à résoudre. Tu dois l'appeler, et tu dois appeler les Thompson et t'expliquer. Ça dure assez longtemps. Tu dois réparer ça. L'audace, le manque total d'autoconscience, était stupéfiant. Il m'avait mis dehors, m'avait traité de vaurien, et maintenant il m'ordonnait de nettoyer leur gâchis. C'est à ce moment-là que la dernière chaîne a rompu. Non, dis-je. Le mot était petit, mais il semblait immense. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Que as-tu dit, demanda-t-il, l'incrédulité colorant son ton. J'ai dit non, répétai-je, ma voix plus forte maintenant. Je ne vais pas réparer ça. C'est votre gâchis, vous et maman devez vous en sortir. J'en ai fini. J'en ai fini d'essayer, j'en ai fini de payer, et j'en ai fini d'être votre punching ball émotionnel. Ne m'appelle plus jusqu'à ce que vous soyez prêt à avoir une vraie conversation, qui commence par de vraies excuses de vous deux. Je pouvais l'entendre bégayer, mais je n'ai pas attendu d'entendre les mots. J'ai dit « au revoir, papa », et j'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué celui de ma mère. Le silence qui a suivi était béatifique. C'était le son de ma propre vie, sans interruption. Sarah et moi avons réservé des billets aller simples pour la Floride. Nous avons fait nos valises, avons demandé que le reste soit expédié, et avons dit à nos amis les plus proches que nous déménagions. Nous n'avons pas fait de grande annonce, nous sommes juste partis. Alors que nous montions dans l'avion, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai presque ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Alex, c'est moi, c'était Daniel. Sa voix était douce, hésitante. Je voulais juste dire que je suis désolé. J'ai attendu, ne sachant pas quoi dire. Je suis désolé de ne rien avoir dit au dîner. Je me suis juste figé. Mais ce qu'ils ont fait, ce que papa a dit, ce n'était pas juste. Je sais que tu as beaucoup fait pour nous, pour moi, et je suis désolé d'avoir été un idiot à ce sujet. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était un début, c'était une minuscule fissure de lumière dans les ténèbres. Merci, Daniel, dis-je. Et je le pensais. Ça veut beaucoup dire. Où es-tu, demanda-t-il. Je monte dans un avion, dis-je, regardant par la fenêtre du terminal le ciel bleu clair. Je vais quelque part où il fait chaud. Je t'appellerai quand j'arriverai. Nous avons raccroché, et alors que l'avion décollait, laissant derrière lui le paysage gris de l'Ohio, j'ai senti que le dernier poids s'échappait. Je volais vers le soleil, vers une nouvelle vie, que je construirais à mes propres conditions. La tempête était terminée, il était maintenant temps de voir ce qui pousserait dans le calme qui suivait. 6 mois se sont écoulés aux 6 mois de soleil, d'air salin et d'un silence béni et magnifique. La Floride n'était pas seulement un lieu, c'était un état d'être différent. Le poids oppressif des attentes de ma famille, un brouillard dans lequel je n'avais même pas réalisé que je vivais, s'était dissipé. Je pouvais respirer. Sarah et moi avons trouvé un rythme. Nous nous réveillions tôt, prenions un café sur le pont donnant sur l'eau turquoise, et regardions les pélicans plonger pour leur petit déjeuner. J'ai installé un nouveau siège social pour Momentum Digital dans un immeuble de bureaux élégants à Miami. Le déménagement a dynamisé l'entreprise, nous avons attiré un tout nouveau vivier de talents créatifs, des gens attirés par la culture dynamique et avant-gardiste que nous étions en train de construire. Nous nous épanouissions, je m'épanouissais. J'avais renoué avec Daniel. Nos appels téléphoniques étaient encore un peu gênants, mais l'ancien ressentiment avait disparu, remplacé par un respect hésitant et fragile. Il m'a dit que les choses étaient tendues à la maison. Mes parents avaient été forcés de faire face à la réalité financière de leur situation. L'abonnement au club de campagne avait effectivement été annulé, leurs dépenses fastueuses devaient être réduites. Ils vivaient selon leurs moyens pour la première fois depuis des années, et ils étaient misérables. Puis, un jour, Daniel a appelé pour me mettre en garde. « Ils arrivent », a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ils arrivent » ? Maman et papa. Ils prennent l'avion pour la Floride la semaine prochaine. Ils ont dit qu'ils voulaient parler. Ils n'ont pas mon numéro ni mon adresse.
Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Ils ont eu l'adresse grâce à moi, a-t-il admis, sa voix pleine d'excuses. Alex, je suis tellement désolé. Maman pleurait, papa était, je ne sais pas, il avait l'air vieux. Ils ont juré qu'ils voulaient juste arranger les choses. J'ai cédé. J'étais en colère pendant une seconde, puis j'ai soupiré. J'ai compris. La machinerie de la culpabilité parentale était puissante. C'est bon, Daniel, dis-je. Laisse-les venir. Une semaine plus tard, ils sont arrivés. Mais le jour où ils devaient atterrir, quelque chose d'autre s'est produit et quelque chose qui a changé toute la dynamique de leur visite avant même qu'elle ne commence. Je déjeunais dans un restaurant au bord de l'eau, un déjeuner d'affaires avec un client très important, Monsieur Peterson, le PDG d'une chaîne hôtelière nationale avec laquelle nous étions en pourparlers. Il avait la soixantaine, un titan de l'industrie, un homme qui imposait le respect dans toutes les pièces où il entrait. Il me racontait ses propres débuts, comment il avait construit son empire à partir d'un seul motel en bord de route. Les gens qui n'ont rien construit de zéro ne le comprendront jamais, Alex, a-t-il dit, faisant un geste avec sa fourchette. Ils voient le succès, mais ils ne voient pas les nuits où vous n'avez pas dormi, les risques que vous avez pris. Ils ne respectent pas le courage. Je respecte le courage, leva-t-il son verre. Au courage. Nous avons fait teinter nos verres, une compréhension mutuelle s'établissant entre nous. Ce fut un moment de respect pur et non filtré de la part d'un homme qui était tout ce que mon père prétendait être. Et alors que je levai les yeux de notre table, je les ai vus mes parents, Mark et Linda. Ils étaient debout maladroitement près du stand de l'hôtesse, étant manifestement arrivés. Ils devaient venir directement de l'aéroport. Ils m'ont vu rire, partager un toast, parfaitement à l'aise avec un homme de la stature de Monsieur Peterson. Ils m'ont vu dans mon nouveau monde, un monde où je n'avais pas besoin d'eux, un monde où je n'étais pas le suppliant, la déception, le vaurien. Me voici, celui qui a le pouvoir. Ils ont dû attendre là. L'hôtesse, inconsciente du drame familial qui se déroulait, leur a poliment dit qu'il y aurait une attente de 15 minutes pour une table. J'ai vu les épaules de mon père s'affaisser légèrement. J'ai vu le visage de ma mère se tendre un éclair de la vieille indignation luttant contre un nouveau sentiment de désemparé inconnu. L'équilibre avait changé, non pas parce que je l'avais voulu, mais parce que j'avais construit une vie si loin de leur orbite qu'ils ne pouvaient plus exercer leur attraction gravitationnelle. Quand ils sont enfin venus chez moi ce soir-là, la tension était palpable. La maison elle-même, avec ses lignes épurées, son espace de vie ouvert, sa vue imprenable sur l'océan, était un témoignage d'un succès qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mon père était silencieux, calme. Ma mère a essayé de maintenir son air d'autorité matriarcale, mais il était fragile. Sarah était polie mais distante, une gardienne froidement élégante de notre nouvelle vie. Plus tard ce soir-là, alors que je parlais à mon père sur le pont, ma mère a passé un moment seul avec Sarah dans la cuisine. Je n'ai appris ce qui a été dit que plus tard. Sarah lui avait offert un verre de vin. Linda accepta, les mains tremblant légèrement. Elle regarda autour de la cuisine spacieuse et moderne. « C'est une belle maison, Sarah » a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. « Merci, Linda. Alex a beaucoup travaillé. » Linda resta silencieuse pendant un long moment, regardant l'eau qui s'assombrissait. Puis elle a dit quelque chose qui a stupéfait Sarah dans le silence. « J'ai voulu ouvrir une fleuriste une fois » a-t-elle avoué, son regard lointain. Il y a des années, avant la naissance de Daniel. J'avais tout prévu à un petit endroit en centre-ville. Mais Marc, ton père, il a dit que ce n'était pas une carrière sensée, que la place d'une femme était à la maison. Elle prit une gorgée de vin hésitante. Il a dit. Ce n'était pas une excuse, ce n'était pas des excuses, mais c'était une explication, une petite fenêtre sur le cœur de son amertume. Son ressentiment envers mon succès ne portait pas seulement sur mon manque de diplôme, il portait sur ma liberté. J'avais réalisé ce qui lui avait été refusé. La visite s'est terminée sans grande percée. Il n'y a pas eu d'excuses larmoyantes, pas de grande réconciliation. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Ils étaient maintenant des visiteurs dans ma vie, et non les architectes de celle-ci. Le pouvoir était le mien, et j'ai réalisé que je ne voulais pas l'utiliser pour me venger, je voulais juste la paix. Le lendemain matin, après leur départ, je me tenais sur le pont, une tasse de café à la main, regardant le soleil se lever sur l'Atlantique. L'eau était calme, une vaste étendue de bleu scintillant. Sarah est venue derrière moi et m'a enlacé la taille, posant sa tête sur mon dos. « Ça va ?
demanda-t-elle. C'était la même question qu'elle m'avait posée dans la voiture ce soir-là, il y a 6 mois, mais cette fois la réponse était différente. Ce n'était pas seulement une acceptation grinçante, c'était une paix profonde et apaisée. Je vais mieux que bien, dis-je, me penchant dans son étreinte. Je vais bien. La conversation avec mes parents avait été guindée et peu satisfaisante à bien des égards. Mon père avait réussi j'ai peut-être été dur. Ma mère avait dit, nous te manquons. C'était le mieux qu'il pouvait faire, et je savais que ça devrait suffire. La relation ne serait jamais ce que j'avais autrefois désespérément voulu qu'elle soit, ce serait une chose de limite prudente, d'attente maîtrisée, de les aimer à distance de sécurité. Et c'était bien. Je n'avais plus besoin de leur approbation. La validation que j'avais tant désirée, je l'avais enfin trouvée mais pas de leur part. Je l'ai trouvée dans le respect de mes pairs, comme M. Peterson, je l'ai trouvée dans la loyauté de mon équipe brillante au travail, je l'ai trouvée dans l'amour indéfectible de ma femme. Plus important encore, je l'ai trouvée en moi. J'avais regardé dans l'abîme du jugement de ma famille et j'avais choisi de m'en aller, de me définir à mes propres conditions. J'ai regardé l'océan sans fin. Pendant des années, j'ai pensé que la richesse était un chiffre sur un compte bancaire, un chiffre que je devais continuer à augmenter pour prouver ma valeur. J'ai pensé que 15 millions de dollars serait l'armure qui pourrait me protéger de leurs maux. Mais je me trompais. Leurs paroles me blessaient encore, jusqu'au moment où j'ai décidé qu'elles ne le pouvaient plus. La vraie richesse n'était pas l'argent, la maison ou l'entreprise. La vraie richesse, c'était ça ce matin tranquille, le sentiment des bras de Sarah autour de moi, la liberté de choisir qui je voulais être, la prise de conscience que ma valeur n'était pas déterminée par la fierté de mon père ou les rêves brisés de ma mère. Ma valeur était inhérente, elle était mienne. Le soleil était plus haut maintenant, chaud sur mon visage. Une douce brise soufflait de l'eau, emportant le parfum du sel et de la possibilité. La guerre était terminée, le combat était fini, et j'étais enfin rentré à la maison. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une certaine manière et qu'elle a peut-être même aidé quelqu'un qui se sent invisible ou sous-estimé. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille pour protéger votre propre paix? J'aimerais entendre parler de votre expérience. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous.